Bonjour, dans la série des vidéos sur éclairage sur les polarités et la réconciliation de ces contraires, de ces opposés qui sont en fait des complémentaires, aujourd'hui nous allons aborder la polarité intérieure-extérieure. Nous allons commencer par étayer notre vidéo par quelqu'un de très connu qui est Christophe André à propos de ce qu'il a nommé la métanoïa, qui est issue de la philosophie grecque. Et vous allez voir ce qu'il en dit. Donc ça nous sert un petit peu de tremplin pour ensuite développer autour de ça. Il y aura également d'autres extraits, un de Mathieu Ricard et un autre de Christiane Singer dans notre vidéo. Donc restez jusqu'à la fin, vous allez voir des petites surprises. À tout de suite. Alors, la métanoïa, on s'est amusé à proposer ce concept. Hein, c'est un concept de la philosophie grecque qui décrit l'art, les efforts et l'art de se transformer soi-même. Le souci, au fond, de progresser, de devenir un meilleur humain, de se délester de ce qui nous encombre, de ce qui nous fait souffrir, de ce qui fait souffrir les autres. C'est au fond un terme philosophique pour décrire l'art de la transformation intérieure vers le mieux pour soi et pour les autres. Mais bon, c'est une sorte de clin d'œil au lecteur pour nous inscrire dans une grande tradition, puisque parfois on reproche aujourd'hui, certaines personnes en tout cas reprochent à tout ce qui relève du développement personnel, de la psychologie, de comporter une part d'égoïsme au fond et de nombrilisme. Et nous rappelons volontiers dans le livre que finalement, prendre soin de soi, c'est un acte bien sûr de respect pour soi, mais aussi pour les autres. Hein. Si mon intériorité est en friche, si je ne suis pas attentif à ma vie intérieure, à mes progrès intérieurs, je serai quelqu'un de plus facilement impulsif, égoïste, imprévisible, et je provoquerai plus de souffrance autour de moi. Bonjour Mélanie, c'est parti. Notre vidéo du jour, c'est intérieur-extérieur. Comment vas-tu? Très bien, merci et bonjour à tous. Super. Alors, comme le dit Christophe André, l'art de se transformer, l'art de la transformation intérieure, prendre soin de soi. Alors, nous allons aborder tous ces sujets. Déjà, la société dans laquelle nous vivons nous incite énormément à aller nous nourrir grâce à tous les éléments qui se trouvent à l'extérieur pour remplir un vide intérieur. Le souci, en fait, c'est que lorsque nous cherchons à l'extérieur des éléments pour nourrir notre monde intérieur, en fait, ça va pas suffire. Le chemin doit se faire de manière à l'inverse, c'est-à-dire partir de l'intérieur, d'entrer à l'intérieur de soi, de nourrir notre intérieur et ensuite aller vers l'extérieur, interagir avec l'extérieur. Alors, les problèmes qui se posent, parce qu'il y en a de multiples, hein, c'est justement ce chemin de descente en soi. Il y a plein de choses qui bloquent, plein d'a priori, plein de peurs. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce niveau-là, Mélanie? Oui, on peut rentrer directement dans le vif du sujet, parce que je pense que pour beaucoup de monde, descendre à l'intérieur, enfin, ça n'a pas de définition précise, parce qu'on n'est pas du tout ni éduqué ni formé dans ce sens-là. On est quand même beaucoup plus formé aux convenances pour répondre à l'extérieur que voilà, pour être bien dans son intérieur. Donc, on a un peu une tendance de beaucoup à fuir la chose en pensant que les gens qui vont dans leur intérieur sont un peu des illuminés égocentriques, mais finalement, qu'il y a un peu toujours une fuite en avant. Et effectivement, vouloir descendre en soi, c'est vraiment se confronter, oui, à nos ressentis propres, à notre intimité, à nos émotions, et qui sont finalement des choses qu'on partage peu dans la société occidentale, tout du moins.
Oui, aussi parce que nous sommes dans un monde où on va bien, tout est beau, on doit aller bien, on doit paraître bien même si on va mal à l'intérieur. Donc il y a aussi, alors un premier problème, c'est l'apparence, donner une apparence que tout va bien. Alors, ça nous incite à rester connectés avec l'extérieur, à aller chercher. Donc, soit c'est l'apparence physique. On est dans un monde où le physique est très important. Euh, donc, aller chercher à l'extérieur des moyens de maquillage, de vêtements, de comportement, d'attitude pour paraître quelque chose que l'on ne ressent pas à l'intérieur de soi. Ouais, donc ça amène déjà la notion de dissociation entre ce qu'on rend visible à l'extérieur par le corps et ce qu'il y a de réel à l'intérieur. Déjà en Et termes de bien-être, c'est compliqué. oui, parce qu'on est déconnecté de nous-mêmes. Alors, justement, en parlant de aller chercher à l'extérieur ce qui nous manque, hein, c'est là où on trouve les causes d'addiction de toutes sortes, que ce soit le jeu, le sexe, la drogue faire les magasins, enfin différentes formes d'addiction, mais toutes ces formes d'addiction sont des moyens que les personnes trouvent pour remplir ce vide intérieur. Et d'ailleurs, en thérapie, le travail à faire, c'est justement de commencer à nourrir ce monde intérieur. Mm. J'allais juste relever, moi je le vois aussi beaucoup chez les jeunes avec le culte du corps. Et Ouais. là, comment dire, un désir fou d'aller à la salle, de dessiner son corps. Et en fait, bon, il me semble que ça nourrit une enveloppe, mais que ça remplit pas l'intérieur. Et on le voit parce que beaucoup y vont de manière presque addictive pour exactement comme tu le disais, pour remplir un vide intérieur, mais ça pourra pas remplir. Et ce vide, ce remplissage de vide intérieur par rapport au culte du corps ou par rapport à toutes sortes de choses qui paraissent attrayantes à l'extérieur, faut jamais oublier que derrière tout ça, c'est le besoin d'être aimé. On est, on a besoin de plaire, pas seulement au niveau séduction, au niveau surface, mais on a besoin de plaire pour être aimé. Et soit on va utiliser le corps, la beauté, parce que bon, l'humanité en général est très sensible à ce qui est harmonieux et beau, donc un physique attrayant a plus a de chances de plaire. Mais d'ailleurs, des acteurs ou des actrices ont souffert du fait de ne pas avoir été aimés pour ce qu'ils étaient, mais juste parce qu'ils étaient beaux ou belles. Donc inconsciemment, il y a quand même cette quête d'attirer l'attention, d'exister et derrière pour être aimé. Pourquoi? Parce que un enfant, nous avions besoin d'attention, ce qui est normal pour nous construire. Nous avions besoin de compliments, de valorisation qu'on n'a pas forcément eu, en tous les cas, autant qu'on aurait voulu ou besoin. Et du coup, ce manque, ce vide, à travers l'école, notre intelligence, notre réussite, nos échecs au niveau scolaire, la manière dont les profs ont pu réagir hein, vis-à-vis de nous. Ensuite, les parents, l'attention qu'ils ont pu ou pas pu nous donner. Tout ça sont des croyances que l'on a construites enfant, comme quoi je ne peux recevoir ce dont j'ai besoin que de l'extérieur. Mm. Mais en fait, c'est vrai quand on est enfant. Mais adulte, cette vérité-là n'existe plus. C'est à moi d'aller le chercher à l'intérieur de moi. Et s'il n'y a rien à l'intérieur, ce qui n'est pas véritablement vrai, mais si c'est la sensation que l'on a qu'à l'intérieur, il n'y a rien, comment on va faire ce chemin vers l'intérieur? Oui, puis c'est intéressant parce que tu parlais de la recherche pour être aimé. Et en fin de compte, la base pour descendre en soi, c'est déjà l'amour de soi. Pas du tout de Oui, manière égoïste, comme on peut l'entendre, mais c'est très déstabilisant aujourd'hui pour la plupart des gens quand on parle d'amour de soi, quand on leur demande vraiment de se concentrer dessus, c'est finalement quelque chose qui est fui.
On est souvent plus concerné par le fait de répondre aux attentes sociétales, il faut faire comme si, voilà, qui engendre plutôt honte et culpabilité que de nourrir les enfants de confiance. Et c'est vrai que c'est intéressant, là j'entendais une interview d'un acteur, j'ai un petit bug sur le nom, mais qui a une fille handicapée qui doit être autiste. Et voilà, il expliquait qu'elle veut tellement être comme tout le monde. Et elle lui dit, ouais, c'est quoi un handicapé? Donc, il lui dit, pourquoi tu me demandes ça? Il dit, parce qu'il y a des élèves qui m'ont traité d'handicapé, tout ça. Mais moi, voilà, et elle se sent pas. Et en fait, il dit, elle veut tellement être comme les autres. Et elle est tellement bien. Et elle est dans... Qu'en fait, il dit, j'ai pas le courage de démonter ça parce que pour l'instant, elle est bien dans cet état. À l'école, on pointe beaucoup plus les matières qui vont pas que les points positifs. Et du coup, ben, en fin de compte, c'est vraiment, on rejoint aussi pessimisme-optimisme par certains côtés, c'est-à-dire, c'est des choses qui comme le bonheur, ça se travaille, ça s'apprend. On apprend à voir le bon côté des choses sans pour autant fuir le mauvais, mais aller chercher sa ressource intérieure pour aller de l'avant. Et puis, il y a aussi dans ce mouvement à l'intérieur de soi, alors on regardera un petit peu de quelle façon on peut retourner les choses pour générer ce mouvement à l'intérieur, mais il y a aussi ce blocage parfois au niveau du corps. C'est-à-dire que même si on a ce désir d'entrer en soi, intellectuellement, où on a compris que ça se passait plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur, j'ai noté, j'ai remarqué qu'il y a aussi le corps qui va faire obstacle. Donc, il y a le mental, les croyances, la manière dont on pense notre vie, en croyant qu'à l'extérieur, je vais trouver les ressources nécessaires pour mon bien-être. Émotionnellement, c'est toujours à l'extérieur. Je vais trouver un homme qui va m'aimer, je vais trouver une femme qui va m'aimer, je vais avoir des enfants qui vont m'aimer, je vais avoir de l'argent pour être épanouie, je vais pouvoir acheter mon bonheur. Et puis après, il y a au niveau corporel, comment justement mon corps, lui, va réagir quand j'entre à l'intérieur de moi. Mm. Le corps pouvant finalement devenir, comme c'est un peu le lieu de rencontre entre l'intérieur et l'extérieur, Mm. si l'extérieur est vécu comme un danger, ben, il se mettra en version cuirasse, barricade. Et si on veut pas aller à l'intérieur, c'est pareil, il va déclencher des mécaniques pour que, au moment où ça devient trop difficile de descendre, tout se bloque, tout se fige. Oui. Et il y a sous-jacente aussi cette croyance que si j'entre à l'intérieur de moi, je vais découvrir des choses horribles sur moi. Et c'est une grande peur parce que on a été souvent critiqué, peut-être enfant ou même très dévalorisé. Si ça a été le cas, on ne va pas vouloir effectuer ce mouvement à l'intérieur de soi parce qu'on a déjà suffisamment entendu à quel point on était une mauvaise personne, on n'a pas du tout envie d'aller le voir soi-même. Donc, en fait, il y a aussi beaucoup de honte et de culpabilité. J'irais même jusqu'à dire la culpabilité d'exister, la culpabilité d'être en vie, d'être là. Et ça aussi, ça va générer une contraction au niveau physiologique. C'est-à-dire que le corps, il va aussi se resserrer, se fermer pour éviter cette descente en soi, à l'intérieur. Pensant protéger, alors qu'en fait, il entretient une résistance, comme dit l'adage, les méthodes Pitt, ce à quoi on résiste persiste. Et c'est vrai que le corps est étonnant pour ça, en tout cas de comprendre les mécaniques qui se mettent en place, que ce soit suite à l'éducation, aux croyances, à des traumatismes. Et en fin de compte, c'est souvent, il me semble, par le corps qu'on prend conscience des choses. Après, pour aller dans son intérieur, comme on s'en est coupé pendant, en tout cas, le corps a cette faculté de couper complètement, d'anesthésier la partie émotionnelle, la partie ressentie. C'est vrai qu'en plus, on a une société où on nous encourage pas du tout à exprimer ni les ressentis ni les émotions.
Ça fait un cumul où pour arriver à désamorcer la situation et à passer cette cuirasse du corps, voilà, il faut un long travail, de la patience. Oui, très important, parce qu'en fait, le corps, en fait, l'enfant est avant tout corporel et émotionnel avant d'être mental. Enfin, la partie mentale, analytique, va surgir dès l'âge de 6 7 ans et va se développer vers l'âge de 10 ans. Mais avant ça, l'enfant est principalement corporel et émotionnel. Et donc, quand il a vécu certains traumatismes ou certaines choses difficiles, il a appris à s'anesthésier, à se fermer. Avec les méthodes PIT, où nous travaillons essentiellement avec les émotions et le corporel, nous voyons justement qu'il y a tout un travail de réouverture au niveau physique et au niveau émotionnel pour pouvoir accéder à tous les contenus qui sont bloqués dans le corps. Et en vérité, la libération, on va dire, finale et complète a lieu quand tout est libéré du corps. Euh, il y a, on peut très bien comprendre la théorie de toutes ces informations, comme même ce que nous disons là à l'instant, tout ce que l'on dit est assez facile d'accès au niveau intellectuel. Néanmoins, la véritable libération finale aura lieu quand le corps aura lâché toutes ses résistances, que les cellules auront lâché toute la mémoire des traumatismes, des chocs émotionnels qui sont engrammés dans les cellules. Quand tout cela se libère, petit à petit, mais une fois que tout est libéré, à ce moment-là, il y a une véritable réouverture de cette cuirasse, de cette peau qui est notre barrière entre l'intérieur et l'extérieur. Euh, Et puis on a vraiment des modes de vie qui nous entretiennent dans du superficiel, de l'externe, et qui finalement nous éloignent totalement de ça. Et comme tu le disais, qui engendre souvent honte et culpabilité, mais alors ça c'est vraiment des sentiments nés de la société. Et tant qu'on est entretenu dedans, ben, en fait on est vraiment, on est figé. alors, l'extérieur est menaçant. Donc, il y a cette relation avec l'extérieur qui peut être attirante et menaçante. C'est un mélange ou c'est une alternance. Donc, du coup, à la fois, on désire avoir ce que d'autres ont ou ce que les publicités nous montrent, mais en même temps, l'extérieur peut être violent et agressif en fonction des vécus qu'on a pu avoir. Donc, une peur d'aller à l'extérieur aussi. C'est-à-dire que quand on parle d'intérieur et d'extérieur, il y a la nécessité d'être capable de retourner à l'intérieur de soi pour nourrir son intérieur, euh, devenir qui on est vraiment et nous épanouir pleinement en tant que personne individuelle et unique, mais également pouvoir de cet espace intérieur enrichi aller à l'extérieur et le donner au monde. Et donc, il y a ce mouvement où on a peur d'entrer à l'intérieur, de peur d'y trouver des monstres. Il est vrai que à l'intérieur de soi, dans une certaine zone intérieure, si je peux dire, dans l'espace plus duel de notre psyché, il y a des parties de nous qui sont, dont on n'est pas forcément fier, des traits de caractère, des travers que l'on sait avoir ou tout du moins que l'on manifeste parfois, vis-à-vis desquels on n'est pas fier. Donc, il y a la nécessité de faire face. Tout à l'heure, tu parlais l'adage, un des adages des méthodes PIT, ce à quoi je résiste persiste. Un deuxième adage que l'on utilise très souvent, c'est ce à quoi je fais face, s'efface. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, il y a un extrait magnifique, enfin que toi et moi, Mélanie, nous trouvons sublime, et je suis sûre que ça va être le cas pour beaucoup. Un extrait de Christiane Singer, justement, pour regarder en soi le pire et le meilleur. Donc là, on va vous passer cet extrait pour justement euh, intégrer, et dit d'une autre façon que nous,
cette nécessité de se faire face pour aller véritablement vers son bien-être et son bonheur, parce que c'est ce à quoi nous aspirons tous. Je crois que c'est lorsqu'on a touché sa misère profonde, la misère de chaque homme incarné, le fait que dans chacun de nous est le pire comme le meilleur, quand on peut dire tout ce qui est sur cette terre est aussi en moi, quand dans cette humilité, mais épouvantable, dans cette horreur de dire quoi, ça aussi, c'est moi, dans l'audace de le regarder, se produit quelque chose qui est de l'ordre de la grâce et qui fait basculer le réel. Oui, puis comme dit Christiane, faire face à cette dualité, c'est-à-dire aussi bien le bon que le moins bon, parce que les deux font partie de nous. Oui, dans le monde de la dualité tel que nous la vivons ici sur Terre, c'est le monde de la dualité. Donc il y a et le pire et le meilleur. Mais l'adage le dit bien, ce à quoi je fais face, s'efface. Et donc c'est un cheminement vers une plus grande liberté qui va nous dégager de la honte et de la culpabilité. À partir du moment où je fais face à certaines parties de moi-même dont je ne suis pas très fière, je n'ai plus honte. Ceci fait partie de moi. Maintenant que je l'ai regardé en face, je peux le transformer. En fait, je ne peux transformer que ce que je regarde en face. Sinon, c'est inconscient, sinon je ne le vois pas ou je fais semblant de ne pas le voir. Mais en tous les cas, tant que je ne le vois pas, je ne peux pas le changer. Et donc ça, c'est un point qui est particulièrement important parce que quand on reste dans les émotions de honte et de culpabilité, on est dans un espace encore très connecté à l'extérieur parce que la honte n'existe que par rapport aux autres, par rapport au regard des autres. Alors il y a un déconditionnement à faire parce que si notre père ou notre mère nous a dit comment tu n'as pas honte d'être méchante avec ta petite sœur, ou t'as pas honte de ceci ou honte de cela, forcément cette honte nous a été inculquée quelque part. Parce que l'enfant, il n'a pas honte, il tape sa petite sœur parce qu'il en a marre, il est énervé, et puis 2 minutes après, il a oublié. Naturellement, l'enfant n'a pas honte. C'est l'humain, l'adulte, qui crée cette notion erronée à l'intérieur d'un être. Oui, d'ailleurs, on se faisait la réflexion du lien à la nature en disant que dans la nature, il y avait une faculté plus grande de chacun de se recentrer sur soi. Et finalement, très certainement, dû au fait qu'il n'y a pas de regard extérieur. Et donc, si j'ai envie de m'aimer, de m'allonger dans l'herbe, de toucher un arbre, ben, je le fais dans ma spontanéité sans me dire, tiens, je vais passer pour un fou. Et finalement, on est beaucoup plus centré sur soi. Oui, c'est étonnant hein, que quand on est seul avec soi-même, bon, on est face à soi-même déjà, et en plus, on peut se poser la question, qu'est-ce que je m'autorise à faire seul que je ne m'autorise pas à faire avec d'autres? Est-ce que je suis la même personne seule et avec les autres? Ou est-ce que j'existe par rapport au regard extérieur et que sans ce regard extérieur, j'ai l'impression de ne pas exister. D'ailleurs, ça nous amène à une autre polarité que nous aborderons certainement prochainement, qui est existence et non-existence. J'existe par quel biais, de quelle manière? Et c'est intéressant parce qu'on a besoin aussi du regard des autres pour s'identifier, pour se découvrir, mais ça ne fonctionnera pas sans se découvrir soi-même de l'intérieur. Oui, puis je pense que il y a la posture enfant qui se définit par rapport à l'extérieur, c'est normal. Donc les modèles, et la plupart du temps, bah, les premiers modèles, c'est quand même les parents, les différentes autorités autour de nous, l'école, les associations diverses et variées, bah, tous les adultes, qui vont devenir nos modèles et qui vont définir la vie pour nous. Euh, Maintenant,
à un moment donné, il est nécessaire qu'il y ait un passage du mode enfant au mode adulte en nous, et pas forcément à l'âge de 18 ans, l'âge de la maturité officielle. Mm. Mais à un moment donné, il y a cette nécessité du passage enfant au mode adulte. Et le mode adulte, c'est je retourne à l'intérieur de moi et je découvre qui je suis, ce que j'aime et ce que je n'aime pas, ce que je veux et que je ne veux pas, ce à quoi j'aspire, je n'aspire pas. Et c'est moi qui veux le définir et c'est à l'intérieur. Et comment je vais faire ça? C'est la grande question. Comment on fait ce switch, ce passage du mode enfant au mode adulte ou de définir mes modèles à l'extérieur, mes sources d'inspiration. Alors plus tard, adulte, on peut utiliser des individus, enfin, prendre des modèles autour de nous, mais en sachant que ce ne sont que des modèles. Ce n'est pas nous. C'est pas Mm. mélangé entre eux et moi. C'est je prends ce modèle, il y a quelqu'un qui est je veux développer une qualité. On a avec les méthodes Pitch justement cette méthode d'utiliser la modélisation. Donc je vais prendre quelqu'un que j'admire, par exemple quelqu'un qui est super bien organisé et moi je suis brouillon. Je peux prendre cette personne comme modèle pour devenir un peu plus organisé. Ça, c'est tout à fait possible, mais c'est en conscience. C'est pas parce qu'elle est supérieure à moi ou parce qu'elle est meilleure que moi. Il n'y a pas la comparaison. C'est juste un modèle. Mais ce passage de l'enfant à l'adulte, faut déjà réussir à s'affranchir de la loyauté familiale, qui est Ah quand oui. même, en tout cas dans nos sociétés, un poids assez conséquent et qui fait souvent que bah, c'est difficile de couper ça. Après, du coup, on peut aborder la question de la responsabilité. Mais effectivement, comme on disait, il y a un moment, tant qu'on attend les choses des autres à l'extérieur, là, de la famille, la reconnaissance, etc., je pense que c'est plutôt un frein et qu'effectivement, prendre sa responsabilité d'adulte, c'est dire à un moment, bah, je fais les choses pour moi et ça plaira ou ça plaira pas. Oui. Il y a le clan. Ouais. À faire partie du clan et perdre l'appartenance au groupe, qui est une énorme pression au niveau de l'extérieur. L'extérieur a un énorme pouvoir sur l'individu à ce niveau-là parce qu'il a besoin de faire partie du groupe. Et c'est s'affranchir de ce besoin d'appartenance au groupe. Pas que retourner à l'intérieur ne veut pas dire que du coup je vais devoir être seule. Simplement, en nourrissant mon intérieur, je vais rencontrer peut-être d'autres individus qui deviendront mon nouveau groupe en quelque sorte par rapport à qui je suis devenue. Donc, c'est s'affranchir du groupe actuel, ou peut-être pas, mais éventuellement s'affranchir du groupe actuel et créer un nouveau groupe, une nouvelle fratrie qui n'est plus les liens familiaux conventionnels, mais simplement des liens d'affinité du moment par rapport à qui je suis devenue. Ça demande un certain courage parce que il y a quelque chose de réconfortant dans l'appartenance au groupe, mais en même temps emprisonnant aussi. Bon. Et puis l'autre moyen, enfin l'autre partie de retour à l'intérieur se fait justement par, tu parlais du contact avec la nature, par l'introspection et l'introspection, la méditation, Mm. euh, des moments d'intériorisation où je me retrouve seule avec moi-même euh, en méditation, en cultivant mon intérieur, en le nourrissant des manières qui me correspondent le mieux. En cohérence cœur-cerveau et en gestion du stress, on travaille beaucoup avec les méthodes PIT, on travaille beaucoup aussi à ce niveau-là de développer la sécurité intérieure. Et c'est à partir de cette sécurité intérieure que l'on peut ensuite affirmer ses propres besoins, qui sont des piliers dans la confiance en soi. Après, voilà, si tout ceci n'a pas été cultivé dans notre enfance, tout est réparable, tout est transformable et tout est accessible à tout moment de notre vie.
Un autre élément aussi que j'aimerais évoquer, c'est à travers justement la méditation. La méditation et le travail sur la sécurité intérieure va ouvrir différents pans dans notre conscience, dans notre cerveau et va progressivement permettre justement d'amener de la lumière dans les parties du cerveau qui sont encore sombres. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils ont scanné le cerveau des méditants, ils ont pu voir qu'il y avait des zones sombres et des zones éclairées. Et par la méditation, des nouveaux circuits neuronaux se créent et à ce moment-là, les zones sombres commencent à s'éclairer. Donc, plus on va accéder à notre intérieur et retrouver notre sécurité intérieure et notre confiance en soi, à ce moment-là, bien des pans de notre être vont commencer à s'épanouir. Ce qui va aussi engendrer, pour revenir au niveau du corps, ce qui va aussi engendrer tous les nettoyages que le corps a besoin d'effectuer quand il y a des blocages qui arrivent sur le plan de la cristallisation ou de la sidération où le corps se bloque. À ce moment-là, cette sécurité intérieure, plus elle sera cultivée, plus elle va finalement devenir notre norme. Et c'est cette bascule entre ce qui est aujourd'hui cristallisé vers la sécurité intérieure qui va permettre cette transformation. Et à ce niveau-là, je vais vous passer, on va vous passer la vidéo, enfin l'audio de Mathieu Ricard, où il exprime assez clairement aussi le bonheur, ça s'apprend. Justement, ça fait référence un petit peu à une autre vidéo que j'ai faite qui est Bonheur, Malheur. Euh, et j'apprécie d'entendre Mathieu Ricard parler du fait que le bonheur aussi, ça s'apprend parce qu'on n'est pas dans une culture où le bonheur est quelque chose d'inné et naturel, même si peut-être ça devrait l'être, mais plutôt tourné vers le malheur, vers les problèmes. Et donc, il y a également une forme d'engagement, une forme de détermination à avoir pour nourrir et cultiver son propre bonheur. Il y a tellement d'abord de définition du bonheur. Si Aristote disait le bonheur est le but de tous les buts, puisqu'on fait beaucoup d'autres choses dans le but de s'épanouir dans l'existence. Alors, c'est pas le bonheur, une succession ininterrompue de sensations plaisantes, qui est une recette pour l'épuisement, mais c'est le bonheur comme une manière d'être, être un bon être humain, avec toutes les qualités que ça comporte. Et ça se cultive. Et donc, il vaut mieux savoir où on va et cultiver la résilience, la bienveillance, la liberté intérieure, la paix intérieure. Ce sont des choses qui s'apprennent, tout comme on apprend à lire, à écrire. Voilà, c'est un chemin de vie, c'est ce que les Grecs appelaient eudaimonia, l'accomplissement, l'épanouissement. Les bouddhistes l'appellent sukha, c'est un état de félicité qui est une manière d'être et non pas simplement une sensation. Parce que le plaisir est éphémère, un peu comme un coquelicot, à peine on le touche, les pétales tombent. Mais le bonheur est une manière d'être, c'est la plateforme sur laquelle on revient au travers les hauts et les bas de l'existence et on peut monter cette plateforme. C'est-à-dire qu'en gros, en général, si on regarde au fond du fond, on trouve davantage la sérénité que la tristesse ou le désespoir. Donc, je pense qu'une des clés aussi pour le retour à l'équilibre ou le retour aussi au bonheur, c'est cultiver cette cohérence entre le corps, les émotions et la manière dont on dirige et pense notre vie. Et c'est l'incohérence aussi qui crée les problèmes. C'est intéressant parce que tu parlais de sécurité intérieure. Et du coup, moi, ça me fait penser aussi aujourd'hui, intérieur-extérieur, on a tendance à être beaucoup dehors parce que c'est un monde tangible où on a un côté très contrôlant, en tout cas l'impression de contrôler, alors qu'à l'intérieur, ben, on ne contrôle pas du tout. Et le seul contrôle qu'on peut obtenir, c'est par une meilleure compréhension, par voilà, une acceptation de ce qui est et ce qui rejoint effectivement dans la méditation, on finit par juste accueillir un état d'être intérieur et le contrôle, c'est juste la compréhension. C'est plus un contrôle de je veux ci ou je veux ça, c'est j'accepte que ce soit comme ça. Oui, l'état d'être intérieur qui parfois est inconfortable et qui parfois est confortable. Mm. Selon le moment, et c'est jamais pareil. C'est-à-dire qu'on peut méditer tous les jours à 8 heures du matin, ça sera jamais pareil. Et on ne sait pas pourquoi.
Et c'est ça qui est intéressant. Enthousiasmant. Un peu comme un lever ou un coucher de soleil, ils sont jamais pareils tous les jours. Et pourtant, on sait à quelle heure le soleil se lève et à quelle heure il se couche, et pourtant ils sont jamais pareils, la lumière est jamais la même. Mm. Et donc, ce chemin, ensuite le chemin de l'intérieur vers l'extérieur, qui nous permet ensuite, c'est de donner au monde les fruits de notre richesse intérieure. Et comme il n'y a jamais un individu qui se ressemble ou qui ressemble à l'autre, cette richesse qui est redonnée à l'extérieur est unique au monde. Et c'est ça qui fait la richesse de l'individu, c'est qu'il est authentiquement lui-même et pas la copie de quelqu'un d'autre. Mm. Et en plus, ça rejoint le sujet précédent sur égoïsme-altruisme, où en nourrissant notre intérieur, ben, on amène bien plus de richesse à l'extérieur finalement. Oui, et ça rejoint ce que Christophe André disait, la boucle est bouclée, que c'est aussi respecter l'autre que de prendre la responsabilité de se transformer individuellement. Mm. Alors, merci Mélanie pour cet enrichissant débat, conversation. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de faire des likes et des commentaires, toujours pour augmenter la visibilité de ces vidéos. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo dont le thème est encore peut-être en pourparlers, donc ça sera la surprise. En tous les cas, j'aurai plaisir à vous retrouver. Nous aurons plaisir à vous retrouver dans une prochaine vidéo. Alors, à bientôt et belle semaine, mois, jusqu'à la prochaine fois. À bientôt.